Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver encore une fois, et c'est parti pour l'étude que nous avons déjà commencée, celle du roman autobiographique d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Cette œuvre inscrite dans le cadre de la littérature maghrébine d'expression française, née durant la colonisation des pays du Maghreb par la France, euh, c'est un type de littérature qui mélange le monde et la culture maghrébine avec toute sa diversité, sa richesse, et le monde de la culture, de la langue française avec sa culture véhiculée. Allons ensemble découvrir le chapitre 1 avec plus de détails. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors, ici, le récit commence par une indication temporelle qui est le soir. Le jeu, ici, je songe à ma solitude. Pardon, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids, ma solitude. Donc, le jeu ici, pronom personnel je, il renvoie au narrateur adulte. Vous voyez, il utilise le présent, je songe. Ici, le présent, il renvoie au moment de l'écriture. Je vois, au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans, dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Alors, ici, le narrateur, il nous parle de sa solitude. Il nous fait part de ce poids, du poids de cette solitude. Alors, il désire attraper un moineau, un petit oiseau, rien que pour en faire son compagnon. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Alors, le nous ici, il renvoie à la famille du narrateur, c'est-à-dire à Sidi Mohammed et à sa famille. Nous habitions Darchoua. Ici, il a employé habition, c'est le verbe habiter à l'imparfait, c'est-à-dire il a, il a passé du présent à l'imparfait, c'est-à-dire ici, il évoque ses souvenirs d'enfance. Alors, Darchouafa, ici, elle est présentée à travers sa principale locataire qui est la voyante. Donc, il dit ici que des femmes de toutes les conditions, ça veut dire des femmes pauvres ainsi que des femmes riches, venaient la consulter. Elles étaient toutes intéressées par cette voyante. Et il nous parle aussi de son rituel qui se passait une fois par mois euh, dans la maison, euh, que cette Chouafa organise. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates, les silhouettes gesticulées. Ils faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors, ici,
puisqu'il nous dit qu'il voit, c'est-à-dire ce rituel à travers sa fenêtre du deuxième étage, ça veut dire que le narrateur et sa famille occupaient le deuxième étage. Je me levai de bonne heure pour aller en Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du benjoin et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis, avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Alors, ici, nous avons le Msid, l'école coranique, qui est une indication de lieu. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. Au premier étage habitaient Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma al-Beziwiya le deuxième étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Alors, ici, la maison de Dar Chouafa est présentée davantage. Donc, nous avons au rez-de-chaussée la Chouafa, qui est la principale locataire. Au premier étage, nous avons la famille de Rahma, c'est-à-dire Rahma, son époux Driss Louad et leur fille Zineb, qui a 7 ans, qui est âgée plus que le narrateur d'une année. Alors, et que le narrateur n'appréciait pas. Alors, toute cette famille, c'est-à-dire la famille de Zineb, disposait d'une seule pièce. Alors, que dans le deuxième étage, il y avait Rahma et son mari, Allel, le jardinier, et il y avait aussi la famille du narrateur Sidi Mohammed. Donc, leurs 2 fenêtres étaient en face l'une de l'autre. Et c'est-à-dire, tous les habitants de Dar Chouafa pouvaient voir ce qui se passait dans le patio. Donc, ça donnait naturellement lieu à des querelles et à des mésententes qui vont se passer plus tard. Il était tous les jours, ça veut dire le patio, il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix, qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. Ici, le narrateur nous explique que, que la Chouafa ne bénéficiait pas toute l'année de ses clientes, mais qu'il y avait une morte, ce qu'on appelle une morte saison, c'est-à-dire il arrive un moment où les clientes ne viennent pas consulter. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle circonstance, et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crotonne, la Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. Alors, pendant cette morte saison, la Chouafa profite de cette trêve pour s'occuper d'elle-même.
J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Alors, ma mémoire était une cire fraîche. Ici, nous avons une métaphore, c'est-à-dire le narrateur a comparé sa mémoire à une cire fraîche euh, sans utiliser un outil de comparaison, c'est-à-dire il s'agit d'une métaphore. Donc ici, le narrateur, il dit qu'à 6 ans, il ne savait pas s'il était malheureux ou euh, simplement solitaire, parce qu'il ne savait, il était encore trop petit pour déterminer, pour comprendre ce sentiment. Est-ce qu'il relève de la solitude ou du malheur? Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais, point farouche de nature. J'ébauchai de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu céleste ou d'un rose du soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître de l'école. Ici, le narrateur, le petit Sidi Mohamed, nous présente les petits, les bambins, ses amis de l'école coranique, et il fait une comparaison entre lui et entre ses amis, c'est-à-dire il évoque surtout les points de différence entre eux et lui, parce qu'il trouve que lui, il est trop rêveur, il a une vaste imagination, euh, et eux, ils se contentent du monde visible, et surtout quand ce visible se concrétise en sucrerie c'est-à-dire et en jeu, comme le jeu de bataille. Voilà. Abdallah l'épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums. Par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille, et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières, afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Alors, dans ce paragraphe, il est clair que le narrateur, Sidi Mohamed, qu'il est très euh, touché, ou bien que les histoires racontées de Abdallah l'épicier, ils ont un effet, un grand effet sur lui. Alors il est fasciné par ces histoires. Mon père me parlait du paradis, mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors je n'avais qu'une solution, attendre, attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. Attendre, c'est cela exister. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Alors, ici, le petit narrateur, il nous dit qu'il n'a pas peur de mourir, qu'à travers les beaux histoires de son père sur l'au-delà,
il a au contraire hâte de mourir, mais son père l'a bien averti et en lui disant que se tuer est un péché. Donc, il n'a qu'un seul choix, attendre de devenir un homme. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons et les saisons l'année. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier. On discute avec les marchands. On sait écrire en moins son nom. On peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. En attendant, j'étais seule au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte de Derb Nouala. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue J.F. Je connaissais cette rue, je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Alors, ici, il nous parle de l'école coranique qui se trouve à Derb Nouala, une autre indication de lieu. Donc, il existe vraiment le Derb Nouala à la Médina de Fès et la rue J.F. aussi. Donc, il évoque le lieu où habite son maître de l'école pour ensuite nous évoquer le bain mort, où se trouve le bain mort. C'est-à-dire, il parle de la porte basse. Là, la porte basse, la porte basse, elle renvoie au bain mort. Voilà. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer, telles que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calma. Je t'emmène prendre un bain, je te promets un orange et un œuf dur, et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Toujours octant, je répondis, je ne veux pas aller en enfer. Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Alors, là, ici, il va nous parler du bain mort qu'il compare aux enfers. Euh, voilà, c'est-à-dire il a vécu un très mauvais souvenir au bain mort. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts, la promiscuité, l'espèce d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux mon écart. Même enfant, je sentais sur tout ce grouillement de corps humides dans ce demi-jour inquiétant une odeur de péché, sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Ici, il évoque encore avec plus de détails son mécontentement de ce lieu. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguës, un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes baluchons des cafetans et des mansorias, des chemises et des pantalons, des haïks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Alors, vous remarquez ici que l'auteur, il utilise des mots arabes comme les haïks, les mansourias et bien d'autres mots. Alors, il utilise ces mots arabes exprès pour faire connaître la culture marocaine aux lecteurs étrangers ou francophones. Je retirai mes vêtements et je restai tout bête, les mains sur le ventre, devant ma mère, lancée dans une explication
avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise, couraient entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Ici, le narrateur, Sidi Mohamed, il fait une comparaison entre lui et les enfants qu'il avait rencontrés au bain mort, euh, c'est-à-dire il se sent toujours différent des autres. Alors, lui qui souffre, qui ne supporte pas cet endroit, alors que les autres enfants s'y plaisaient et ils avaient l'air vraiment de s'amuser au bain mort. Je me sentais plus seule que jamais. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Alors, l'enfant, il ressent toujours de la solitude. Il se sent seul, incompréhensible et d'autant plus qu'il ne peut pas comprendre cette activité que pratiquaient ces femmes et c'est-à-dire et leur bien-être dans cet endroit. Ne venait-elle donc pas pour se laver? Il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux, assises, les jambes allongées, protestant d'une voix haute, mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence et continuaient leurs éternels voyages avec leurs éternels seaux de bois. Ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras, me lançait une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. Alors, ici, ne venait-elle donc pas pour se laver? Alors, cette question rhétorique indique que ces femmes venaient pour autre chose que pour se laver. Devant moi, dans un seau vide, il y avait un peigne en corde, un gobelet de cuivre bien astiqué, des oranges et des œufs durs. Je pris timidement une orange, je l'épluchai, je la suçai pendant longtemps, le regard vague, je sentais moi l'indécence de mon corps dans cette pénombre, je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leurs seaux de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce. Ma mère fondit sur moi, il me plongea dans un seau d'eau, me couvrit la tête d'une glaise odorante et malgré mes cris et mes larmes, me noya sous un flot d'injures et de feu. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet, disparut de nouveau dans le tourbillon. Mon désespoir dura peu. Je plongeai la main dans le seau à provisions et je pris un nœud dur, gourmandise dont j'étais particulièrement friand. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune que ma mère réapparut de nouveau, m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort, à l'air frais, sur l'estrade au baluchon. Je l'entendis dire à la caissière: La lave-t-on? Je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. Alors, ici, vous avez à moitié mort et je n'ai pas encore eu une goutte d'eau pour me laver. C'est de l'exagération. Cela s'appelle l'hyperbole. C'est une figure de style. Nous allons plus tard voir
bien consacrer une vidéo que pour les figures de style pour comprendre l'énumération que nous avons beaucoup rencontrées jusque-là. L'antithèse, les figures de répétition, la métaphore, la comparaison, l'oxymore et l'hyperbole. Et à moi, habille-toi, tête d'oignon. Voici une orange pour t'occuper. Voilà une autre métaphore. Habille-toi, tête d'oignon. C'est-à-dire, elle a comparé son fils à une tête d'oignon. Il a comparé sa tête à un oignon. Voilà. Voici une orange pour t'occuper. Alors, il a donné une orange à Sidi Mohamed, qu'il s'occupe pour qu'il ne la dérange pas, pour qu'elle aille faire son bain tranquille. Je me trouvais seule, les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais, au milieu de toutes ces inconnues et de leurs fastueux baluchants. Je m'habillai, ma mère vint un moment m'entourer étroitement, la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton. Alors ici, nous avons l'utilisation du passé simple. Vint, c'est le verbe venir au passé simple. Me noua, c'est le verbe nouer au passé simple. Me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant emporté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livrée à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le derbe, imitant le pas cadencé des chevaux. Je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux, ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisible. Elle me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. Tout cela indique que l'enfant Sidi Mohamed avait une très vaste imagination. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites. Nous avons déjà expliqué le mot hétéroclite, qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé. Voilà, ici, ça commence l'énumération. Des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre, mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prête à me porter secours dans mes heures de chagrin. Alors ici, il nous présente les objets hétéroclites de sa boîte à merveilles, tels ses seuls amis. Alors, il les considère des amis et il commence à rêver, rien qu'en les contemplant, rien qu'en les regardant. Il va loin dans son imagination. Il dit même que ces objets sont prêts à lui porter secours dans ses heures de chagrin, c'est-à-dire il apaise ses moments de tristesse et de chagrin. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison. Avait des commentaires
avec des commentaires détaillés où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Elle mimait les gestes de telle shérifa connue dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'elle n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses mères des calamités qui escroquaient les clients sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. Alors, ici, il nous présente, il nous, il nous raconte le lendemain du bain. Et donc, sa maman excellait apparemment en matière de spectacle. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignon. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant une semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines la dispute et ses phases multiples. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages, chacun avec sa silhouette particulière, ses difformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes et de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir par les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordante d'enthousiasme, elle ne manquait jamais, le soir, de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. Mon père rentrait toujours tard, il nous trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois, un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. Alors, ici, il nous décrit la personnalité de sa maman qui exagérait et qui amplifiait toujours les faits. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. De bonne heure, elle occupait le patio, l'encombrait d'auges de bois, de bidons qui servaient de lessiveuse, de seaux pour le rinçage et de paquets de linge sale. À peine vêtue d'un serouel et d'un vieux cafetan déchiré, elle s'affairait autour d'un feu improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne, pestait contre le bois qui donnait plus de fumée que de chaleur, accusait les marchands de savon noir de l'avoir escroqué et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions. Le patio ne suffisait pas à son activité. Elle grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes, les soutenait à l'aide de perches de mûrier, redescendait brasser des nuages de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédia à l'école avec, pour vêtement, une simple chemise sous ma djellaba. Le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre rance, accompagné de 3 olives. Notre chambre même perdait son visage habituel. Les matelas gisaient là, sans couverture. Les coussins n'avaient plus d'enveloppe et la fenêtre semblait nue, sans son rideau semé de fleurettes rouges. Alors, ici, la maman n'avait pas eu de temps pour préparer le déjeuner à son enfant, car c'était normalement, elle a prévu de faire la lessive, car c'était son jour de lessive. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise
toute froissée et sentant le soleil, la déployer sur ses genoux, la regarder par transparence, la plier les manches à l'intérieur avec application presque avec gravité. Parfois, il faisait une reprise. Il n'aimait guère la couture et moi-même, je préférais la voir tirer sur ses cordes ou tourner sans rouet. L'aiguille, instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de mollesse. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. Nous étions fascis par accident, mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Il osa même soutenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiants, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied crottée et pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être difforme à la barbe rongée de mythe qui sent l'écurie et braie comme un âne. Que dis-tu? On parlait à ton mari? Est-ce que moi je crains ton mari? Qu'il vienne, je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piéillements et ramasse tes arbres. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué, je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. Alors ici, le narrateur nous décrit la dispute qui a eu lieu entre sa maman et la voisine Rahma à cause de la lessive. De notre fenêtre du deuxième étage, pâle d'angoisse et de peur, je suivais la scène alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Il entra selon son habitude, se dirigea vers son matelas, posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. On sentait qu'elle boudait. Mon père se mit à manger sans poser de questions. Ma mère boudait toujours, puis elle éleva brusquement la voix et dit: Cela ne te fait rien à toi qu'on nous traîne dans la boue, qu'on nous insulte, qu'on insulte nos nobles origines, nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus? Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de souiller par des paroles inconvenantes notre famille qui compte parmi ses morts des hommes courageux, des chefs, des saints et des savants? Toujours silencieux, mon père continuait à manger. Ma mère recommença. Oui, tout cela ne te fait rien. Que ta femme subisse tous les affronts, ton appétit n'en est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. Moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle gémissait, se lamentait, se donnait de grandes claques sur les cuisses, chantait sur un air monotone et combien triste tous les malheurs qui l'avaient frappée. Elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée, recommençait intarissablement le panégyrique de ses ancêtres qui, par la même occasion, se trouvaient offensés. Alors ici, l'auteur a mis en évidence les caractères opposés des deux époux, c'est-à-dire le père calme, sage et la maman enthousiaste, très emportée et très nerveuse. Mon père
Rassasié, but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda: Avec qui tu t'es encore disputé? La phrase eut sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête et, avec une explosion de fureur, s'adressa à mon père. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent les tables. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Elle garde ses vêtements 3 mois, mais pour provoquer une querelle, elle choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses haillons. Tu connais ma patience. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. Il a fallu cette pouilleuse, et là, la voix de Rahma troua la nuit. Pouilleuse? Moi? Entendez-vous, peuple des musulmans? La journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux. Alors, ici, la dispute s'accélère entre les deux femmes, les deux antagonistes, c'est-à-dire les deux femmes ennemies, Rahma et la maman du narrateur, Lalla Zoubida. Possédée du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leurs chambres et mêlèrent leurs cris aux cris des furies. Les hommes de leur voix grave les exhortaient au calme, insistaient pour qu'ils maudissent solennellement Satan, mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable, c'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient de supplice au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage, les sanglots m'étouffèrent et j'écroulai aux pieds de ma mère sans connaissance. Alors, les tentatives des hommes pour calmer leurs femmes n'ont fait qu'accélérer cette dispute entre les deux protagonistes. Ici, nous avons une gradation. Le bruit devint intolérable. C'est une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Alors, plus tard, on va expliquer toutes les figures de style. Alors, cette dispute finit par l'évanouissement du petit narrateur. Retenons l'essentiel maintenant. Alors, les lieux qui sont évoqués dans le premier chapitre, les indications de lieux, sont Dar Shwafa, qui est comme nous le montrons dans le dessin ici. Nous avons au rez-de-chaussée la Shwafa, qui est la locataire principale. Nous avons dans le premier étage Rahma, plus son mari Driss El-Ouad, le fabricant de charrues, plus leur fille Zineb, âgée d'1 an, plus que le narrateur. Nous avons dans le deuxième étage la famille du narrateur, Sidi Mohamed, sa maman Lalla Zoubida, et son père, le Malem Abdeslam. Nous avons dans la chambre à côté Fatma al-Bziouia et son mari Allal, le jardinier. Nous avons parmi les indications de lieu d'Erb Nouala, nous avons le Bam Mort, nous avons le Msid, qui est l'école coranique, ainsi que la rue JF. Alors, les personnages évoqués dans ce premier chapitre sont Sidi Mohamed, Lalla Zoubida, le Malem Abdeslam et les locataires de Dar Shwafa présentés. Nous avons Rahma, qui a eu une dispute avec la maman du narrateur. Nous avons les personnages passagers du Bam Mort,
comme la caissière, la lafton, comme ces femmes que la maman du narrateur venait de rencontrer. Nous avons les enfants rencontrés au bain de mort qui s'amusaient. Nous avons les enfants d'une cide, c'est-à-dire le narrateur, à un moment, il a fait une comparaison entre lui, qui aimait le monde invisible, et les bambins d'une cide qui aimaient le monde du visible. Nous avons les histoires d'Abdallah l'épicier qui ont eu un grand effet sur le narrateur. Alors, en ce qui concerne les temps verbaux, dominants bien sûr, nous avons le présent quand le narrateur pose son regard d'adulte, c'est-à-dire quand le narrateur se réfère au moment d'écriture. Nous avons l'imparfait quand la narration est focalisée sur les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire au moment des faits, au moment où se passait l'histoire. Alors, parmi les idées principales, nous avons le narrateur qui nous parle de sa solitude, il nous a fait part de sa solitude, il nous a présenté les locataires, il nous a fait une description de Dar Shwafa, donc il nous a fait une description des rituels qui se passaient au rez-de-chaussée chez la tante Kenza. Il nous a parlé de la séance infernale du bain mort. Il nous a parlé de la dispute entre sa maman et Rahma à cause de la lessive, car Rahma s'est approprié le jour de lessive de la maman du narrateur, alors que d'habitude, il y a chaque jour est consacré pour l'une de ces femmes, c'est-à-dire elles font la lessive à tour de rôle. Alors, cette dispute qui finit par l'évanouissement de Sidi Mohamed, du petit narrateur. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette présentation. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt.